Christophe de Grèze qui va nous faire un petit état de la réflexion syndicale en matière de prospective. Il y a un autre micro là, monsieur, comme vous voulez. Merci beaucoup, merci pour votre accueil et merci pour votre invitation. Donc, je travaille dans un centre d'études qui est comment dire, au service de la Confédération européenne des syndicats. Alors, il est vrai que depuis 3-4 ans, la question de la digitalisation de l'économie a commencé à entrer dans les débats, dans les discussions syndicales, avec beaucoup de craintes. Et donc, à un moment, la CES, Confédération européenne des syndicats, a demandé à l'Institut syndical de faire une étude, on appelle ça une revue de la littérature, sur les risques de la digitalisation sur les marchés du travail. Donc je tiens à rappeler ça parce que ça veut dire que je ne vais vous parler que des risques de la digitalisation sur les marchés du travail. Il y a certainement des opportunités, il y a certainement des avantages, il y a certainement une série d'évolutions positives, par exemple en termes d'ergonomie au travail, etc. Mais volontairement, dans cette étude-ci, j'efface tout ce qui est positif et je ne parle que du négatif. C'est parce que généralement, les gens viennent me dire après en disant « Qu'est-ce que tu es négatif dans ta présentation ?» Ouais. Voilà, donc comme ça, vous êtes prévenus. Digitalisation de l'économie et ses impacts sur les marchés du travail. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par digitalisation de l'économie? Beaucoup de personnes parlent de la 4e révolution industrielle. La digitalisation de l'économie, c'est la 4e révolution industrielle. Pourquoi la 4e révolution industrielle? Bon, c'est très controversé comme idée, parce que certains, comme Jeremy Rifkin, disent non, non, ce n'est pas la 4e, c'est la 3e. Et puis d'autres, comme Carlota Pérez en Argentine, qui est une chercheuse extrêmement intéressante, nous dit non, non, on est à la veille de la 6e révolution industrielle. Donc, il n'y a pas de consensus sur 4e, 3e, 5e ou 6e révolution industrielle. En général, on parle de 4e pour dire que la première, c'était la machine à vapeur dans les métiers textiles aux alentours dans la banlieue de Londres. La 2e, c'était la généralisation des réseaux électriques et de l'eau courante. La 3e, c'était les ordinateurs dans la seconde moitié du XXe siècle. Et aujourd'hui, ce serait la 4e. Parfois, en plaisantant, je dis, on a eu une révolution industrielle par siècle, et donc il fallait bien qu'au XXIe siècle, on ait une révolution industrielle. Donc voilà pourquoi cette appellation a connu depuis quelques années pas mal de succès. Alors au dictionnaire, il n'y a pas de définition de ce que c'est que la 4e révolution industrielle, donc il faut essayer de faire une approche comme par puzzle, avec différentes pièces. La première pièce, c'est le monde connecté. Aujourd'hui, le monde est entièrement connecté. Nous avons tous dans nos poches des tablettes ou des smartphones ou des ordinateurs qui sont connectés à Internet. Internet, même aujourd'hui, les objets sont connectés à Internet. Vous pourrez dans les années qui viennent vérifier la température dans votre maison, ouvrir les portes du garage, fermer les volets, autant de choses que vous pourrez faire via Internet où que vous soyez, y compris à l'autre bout du monde. Deuxième pièce de ce puzzle, c'est les réseaux. Évidemment, si tout est connecté, tout se met en réseau. C'est un peu la suite logique de cette ultra-connexion. Mais ces réseaux ont permis de développer ce qu'on appelle des nouveaux business models. Et on parle aujourd'hui d'économie de plateforme, on va en parler tout à l'heure. On parle d'économie de plateforme, on parle d'économie collaborative, économie de partage, dont vous voyez par exemple Deliveroo et Uber dans le secteur du taxi. Collaboratif, j'ai évidemment mis des guillemets parce qu'il y a tout un langage extrêmement positif par rapport à ce nouveau business model, mais qui cache peut-être d'autres réalités, moins collaboratives et peut-être un peu moins positives. Il y a aussi le développement de l'intelligence artificielle. Alors, peut-être que vous allez me dire, oui, mais l'intelligence artificielle, c'est un vieux concept, en fait. Il est né dans les années 1950, après la Seconde Guerre mondiale, 1956, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, ça n'a rien de nouveau, ça n'a rien de spécifique au XXIe siècle. Oui, mais l'intelligence artificielle, pour progresser, elle a besoin de données, de data. Et il se fait qu'avec ce monde connecté, avec ces réseaux, avec l'Internet des objets, les données ont augmenté de manière absolument exponentielle. Et donc aujourd'hui, on peut nourrir l'intelligence artificielle avec une quantité phénoménale de données qui sont produites jour après jour, heure après heure, minute après minute, y compris par nous tous ici présents. Intelligence artificielle, machine apprenante, Watson, vous avez peut-être entendu parler de Watson qui se trouve là sur l'image
où l'on voit un jeu télévisé aux États-Unis qui met aux prises 2 finalistes dans un jeu de connaissances générales, hein, donc des questions qui portent sur la culture, la géographie, l'histoire, l'économie, les mathématiques. Et on voit que c'est Watson au milieu qui remporte haut la main ce jeu télévisé. Alors Watson a été développé par IBM. C'est en fait, si vous voulez, le petit-fils de Deep Blue dont vous avez sûrement entendu parler, qui avait battu aux échecs le champion du monde dans les années 1990. IBM a continué le développement de Deep Blue et maintenant on a Watson, qui n'a évidemment pas été programmé pour gagner des jeux télévisés, mais aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet, taper Watson IBM, et vous pouvez louer Watson pour lui faire faire une série de tâches, quelles qu'elles soient, par exemple du diagnostic médical, par exemple. Autre pièce de puzzle qui se rajoute à ceci, c'est que, de nouveau, c'est très lié, hein, c'est que tout devient intelligent aujourd'hui. On avait commencé avec le smartphone, le téléphone intelligent, et aujourd'hui, on a des usines intelligentes, hein, smart cities, on a smart factories, on a des villes intelligentes, smart cities, on a des transports intelligents, on a des réseaux d'énergie intelligents. Donc tout devient intelligent. J'espère d'ailleurs que je serai à la hauteur de cette intelligence. Et puis enfin, dernière pièce de ce puzzle, ce sont des nouvelles capacités de production, voire d'autoproduction, avec notamment le développement des imprimantes 3D. Alors, j'ai repris 2 photos pour illustrer ces imprimantes 3D, pour montrer que ce ne sont pas que des gadgets. La première photo, c'est une voiture qui a été imprimée par une imprimante 3D et qui roule, apparemment. En Chine, il paraît qu'on construit des maisons maintenant avec des imprimantes 3D. Et puis, vous avez un revolver qui ne tire qu'un seul coup, mais un vrai coup, et qui est imprimé sur une imprimante 3D, ce qui, à l'époque de la firme qui avait mis le fichier d'impression de ce revolver sur son site pour faire la promotion des imprimantes 3D, avait eu quelques problèmes avec les autorités, c'était aux États-Unis, parce qu'évidemment, si chacun peut commencer à construire ses propres armes chez lui, on va avoir un problème avec le respect de la réglementation, notamment dans le secteur manufacturier. Donc ça montre que ces imprimantes 3D ou ces nouvelles capacités d'autoproduction peuvent remettre en question un certain nombre de règlements qui ont été adoptés dans nos pays démocratiques par des parlements, des gouvernements. Alors, si j'en viens aux impacts annoncés sur l'emploi et le travail, on peut proposer, et c'est ce que je vous propose maintenant, 2 types d'impacts. Une grille d'analyse qui divise ces impacts en 2 grandes parties. La première partie, c'est tout ce qui concerne la robotisation et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les robots sont capables de réaliser des tâches de plus en plus complexes, on va le voir tout de suite, que les spécialistes appellent des tâches non routinières, cognitives ou manuelles. Vous verrez tout de suite ce que cela signifie. Alors ici, c'est vrai que la photo montre des robots comme on les voit dans les usines, mais comme Pierre l'a indiqué, il n'y a pas que les robots. Il y a aussi, par exemple, dans les bureaux, il y a les algorithmes. Il y a les applications comme Excel qui sont de plus en plus perfectionnées, mais surtout, il y a des développeurs qui sont capables aujourd'hui de réaliser ce qu'on pourrait appeler des robots virtuels en quelque sorte, qui vont dans les bureaux, par exemple, enfin on verra tout de suite, mais par exemple, assurer des processus de production, assurer une maintenance prédictive, etc., etc. Mais aussi contrôler les travailleurs, on verra ça tout de suite. Alors, à côté de cette robotisation et de cette intelligence artificielle, on peut proposer en seconde grille d'analyse tout le développement de ce nouveau business model qu'est l'économie de plateforme. Alors, ce n'est pas encore très connu en Europe occidentale, en Europe continentale plutôt, mais dans le monde anglo-saxon, ça se développe à toute allure. C'est le développement de la sous-traitance en ligne, grâce au réseau, grâce aux applications, grâce aux tablettes, aux ordinateurs et aux smartphones. Il est aujourd'hui possible pour des entreprises de faire sous-traiter une quantité de plus en plus grande de tâches et de les faire sous-traiter par ce qu'on pourrait appeler la foule, en anglais crowd. Donc on appelle ça du crowd working, le travail de la foule. Voilà donc les 2 types d'impacts annoncés sur l'emploi et le travail de cette digitalisation de l'économie. Alors commençons peut-être par les robots.
le mariage de l'intelligence artificielle et de la robotique. Donc, comme je l'ai dit, les robots deviennent capables de réaliser des tâches non routinières, cognitives et manuelles. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, je viens de l'évoquer, Watson peut réaliser des diagnostics médicaux. Bien mieux que n'importe quel médecin serait capable de faire, puisqu'il a des bases de données absolument énormes à sa disposition, qu'un être humain probablement n'aurait pas l'occasion de pouvoir analyser. Autre tâche non routinière cognitive, c'est prédire des volumes de vente, par exemple, dans le domaine commercial. On va en parler tout à l'heure, c'est écrire des articles. J'ai eu l'occasion de lire un compte-rendu sportif écrit par un ordinateur aux États-Unis. J'ai trouvé ça tout à fait bluffant. Vraiment, je ne sais pas où ça en est, vous allez certainement en parler tout à l'heure, mais en tout cas, comme lecteur, c'est très impressionnant. Inspecter, surveiller des processus de production, analyser le comportement des consommateurs. On pourrait dire maintenant aussi, avec l'affaire Cambridge Analytica, analyser le comportement des électeurs ou des personnes qui vont voter aux élections présidentielles américaines, par exemple. Alors, tâches non routinières manuelles, de quoi s'agit-il? Là, on en parle souvent dans les médias. C'est la maintenance d'installations automatiques, c'est la logistique. Vous avez certainement vu ces reportages avec des magasiniers pour Amazon qui sont avec des casques sur la tête et qui doivent obéir au doigt et à l'œil à l'intelligence artificielle. Mais c'est aussi la conduite de voitures, les voitures autonomes. Il n'y a pas que les voitures, il y a les navires, les avions, les trains, les engins agricoles, industriels. Aujourd'hui, il y a des moissonneuses-batteuses entièrement automatisées. Donc il est possible d'utiliser des machines dans le secteur agricole, par exemple, qui fonctionnent absolument toutes seules. Alors évidemment, il y a toute la question de l'acceptation sociale. Par exemple, est-ce que vous seriez prêt à prendre un avion sans pilote, par exemple, ou à prendre un train sans conducteur? Ça, c'est évidemment la grande question. Mais en tout cas, techniquement, nous dit-on, les technologies sont au point. Alors, la question de la destruction d'emplois, on l'a évoqué rapidement, on y reviendra tout de suite. Alors, il y a des auteurs, de nouveau, il n'y a pas vraiment de consensus là-dedans, mais il y a des auteurs qui disent que pour les tâches non routinières cognitives, probablement que les robots seront complémentaires aux emplois. Exemple, Watson, il y a toujours des médecins. Les médecins peuvent faire appel à Watson, mais il y aura toujours des médecins. Tandis que pour les tâches non routinières manuelles, là, il est probable que les emplois, à terme, disparaissent. Prenez l'exemple du train. Aujourd'hui, on a des trains qui commencent à fonctionner de manière automatique. Il y a encore un conducteur de train dans le véhicule. Mais si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, la technologie commence à être acceptée socialement, on va retirer le conducteur de train. Il n'aura plus de fonction particulière dans la conduite de ce train. Donc, destruction d'emplois, on va revoir tout à l'heure quels sont les chiffres qui sont cités par différents chercheurs. Il y a la question de la perte de contrôle des salariés aussi. J'ai cité le cas d'Amazon. Évidemment, dans certains métiers, l'intelligence artificielle peut aboutir au fait que le travailleur devient finalement l'exécutant du robot ou l'exécutant de la machine. La formation, ça c'est le mot-clé. Le mouvement syndical est toujours en faveur de la formation, mais je veux dire, ça devient un slogan. Il faut se former au métier du futur. Oui, ok, quel métier du futur exactement? Quelle formation pour ces métiers du futur? C'est une question qui est quand même pas si évidente que cela quand on gratte un tout petit peu je dirais le slogan de la formation. Santé-sécurité, ce sont ce que l'Agence européenne de santé-sécurité appelle les risques émergents, avec les robots qui, comme on dit, sortent aujourd'hui de leur cage, puisqu'ils deviennent autonomes, ils peuvent se balader dans les usines ou même dans les rues. Il y a des nouveaux risques qui apparaissent et ces risques ne sont pas encore intégrés dans les législations existantes en matière de santé-sécurité. Donc là, il y a vraiment tout un travail, un nouveau travail qui va devoir être effectué. Management numérique, c'est l'idée que les salariés peuvent être potentiellement contrôlés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par leur employeur via leur smartphone, via leur tablette, etc. Il y a déjà des cas qui ont fait jurisprudence aux États-Unis. En Europe, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu vraiment
de jurisprudence sur cette question-là, mais il y a des gens qui disent, tiens, est-ce que c'est normal que mon employeur sache où je passe mon week-end, parce qu'il a accès aux données de géolocalisation de mon smartphone, et donc il peut vérifier où je suis le dimanche, même en dehors des heures de travail. Est-ce que c'est normal? Et ça peut aller beaucoup plus loin, parce que les employeurs qui offrent, par exemple, un abonnement à une salle de fitness pourraient avoir accès aux données de santé récoltées via les applications des smartphones. Ça, ce sont donc les impacts potentiels sur le volet robotisation. Maintenant, venons-en au volet économie de plateforme. Donc, il s'agit de toutes ces applications mobiles telles que Upwork, Uber, Deliveroo. Alors, ce qu'on constate, comme je l'ai dit, surtout dans le monde anglo-saxon, mais ça va venir aussi certainement en Europe continentale, c'est l'apparition de nouvelles formes de travail. Parmi ces nouvelles formes de travail, il y a le crowdworking, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est ce qu'on appelle du micro-travail, donc des toutes petites tâches à réaliser sur des sites internet via un smartphone, une tablette ou un ordinateur, et qui permettent de gagner un tout petit peu d'argent. Je vais vous montrer un exemple. Avez-vous déjà entendu parler du Turc mécanique d'Amazon? Non? Donc le Turc mécanique, ça fait référence à une histoire du XVIIIe siècle, je crois, qui consistait pour un bricoleur de génie, il avait fabriqué une boîte comme ceci, avec un jeu d'échecs dessus, et il prétendait qu'il y avait dans cette boîte une machine qui permettait de jouer toute seule aux échecs. Et donc il y avait des joueurs d'échecs qui venaient jouer contre le Turc mécanique, parce qu'il avait appelé ça le Turc mécanique, et tout le monde trouvait ça génial. Sauf que on a découvert le poteau rose, c'est que dans la boîte, il y avait un nain qui actionnait des leviers, qui jouait aux échecs à l'intérieur de la boîte. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous verrez que c'est une histoire vraie. Et Amazon, je ne sais pas pour quelle raison, a trouvé ça très amusant d'appeler son site Internet ici le Turc mécanique. Donc c'est en fait l'histoire de ce nain qui est dans la boîte. La boîte, c'est l'application ici. En quoi ça consiste? Je m'inscris sur la plateforme comme travailleur, d'autres s'inscrivent comme employeur ou entreprise pour faire réaliser du travail. Et quand je suis inscrit, on me dit, voilà un exemple de travail que vous pourriez réaliser. Ça consiste à encoder dans la page Excel qui se trouve à droite les données du ticket de caisse qui se trouve à gauche. Donc à rendre digital les données qui figurent sur la photo. Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à alimenter des applications mobiles de comparatif de prix dans les grands magasins. Donc si vous êtes dans votre grand magasin et vous avez une bouteille de lait à, je ne sais pas, 1,20 €, une bouteille de lait, je sais pas, vous pouvez vérifier sur votre application mobile si la même bouteille coûtera moins cher dans le magasin à côté. Pourquoi? Parce que vous avez des Turcs mécaniques qui ont rempli des feuilles Excel sur la base de tickets de caisse. Et voilà, et donc Amazon dit, c'est bien, comme ça les gens peuvent travailler et gagner un peu d'argent. Vous voyez le tarif qui figure là, hein, en haut à droite. Je ne sais pas si vous voyez le tarif. Là, voilà. Donc si vous remplissez une ligne sur cette tâche-là, vous allez toucher 0,01 $. Voilà. Donc si vous avez des factures à payer à la fin du mois, vous pourrez déjà beaucoup travailler avant d'avoir quelques dizaines de dollars de gagnés. Ça, c'est ce qu'on appelle le micro-travail. Il y a déjà des millions de personnes dans le monde qui travaillent là, sur le Turc mécanique. Alors ce sont des gens qui vivent aux Philippines, en Birmanie, au Nigeria, en Amérique latine, etc. Donc Amazon dit qu'elle fait de la coopération au développement en quelque sorte. Elle favorise l'accès au travail de ces gens-là. Bon, c'est un peu presque caricatural, mais à côté de ça, il y a d'autres sites qui, par exemple, proposent de la sous-traitance en ligne. Donc là, on est dans des tâches qui sont déjà un peu plus qualifiées, par exemple la traduction, la comptabilité, le design, la programmation informatique, le secrétariat, des travaux d'écriture, etc. J'ai aussi pris un exemple de Upwork, qui est la plus grande plateforme de sous-traitance en ligne. Et j'ai imaginé, si je devais faire traduire mon PowerPoint en anglais, je fais appel à Upwork et je fais une recherche, qui est-ce qui peut
traduire un texte français vers l'anglais. Et je tombe sur des milliers de personnes dans le monde entier qui me disent, ben voilà, moi je suis traducteur anglais-français, français-anglais, donc je peux faire ce genre de travail. J'ai leur profil, et alors j'ai ici leur tarif aussi. Le tarif ici, c'est eux qui l'ont décidé. Ce n'est pas comme sur le Turc mécanique où là le tarif est imposé. Ici, vous pouvez choisir vous-même votre tarif. Mais évidemment, vous êtes en concurrence avec le monde entier. Vous voyez les tarifs, ça va de Annabelle des îles Maurice, donc 7,78 $, jusqu'à Diallo, au Mali, qui va me demander 3,75 $. Si je dois faire traduire mon PowerPoint, ce sera fait en 2 heures, ça va me coûter moins de 10 $, de 10 €. Si à l'Institut syndical, je demande à faire traduire mon PowerPoint, on va faire appel à une société extérieure, ça va coûter minimum 250 €. Donc vous voyez qu'il y a là, dans cette sous-traitance en ligne, une concurrence absolument démentielle par rapport à ce qui existe sur les marchés du travail traditionnels. Je ne prends pas trop de temps. Alors, je me suis amusé aussi, puisqu'il y a des tâches de plus en plus qualifiées, évolution vers des tâches de plus en plus qualifiées, j'ai découvert un site internet qui fait cette sous-traitance en ligne pour des textes et qui donc suggère aux journalistes, mais aussi à tous ceux qui ont une bonne plume, de s'inscrire sur ce site pour répondre à des demandes. Et ce sont souvent des sites internet qui demandent pour avoir des textes pour remplir leur page web. Donc je me suis inscrit à titre expérimental. Et j'ai trouvé une tâche sur ce site qui m'intéressait. Il s'agissait de rédiger un petit texte ici en 3 paragraphes pour un site d'un cabinet d'avocats parisien. Et le sujet, c'était les réformes Macron, et en particulier les nouveaux comités sociaux et économiques qui sont instaurés dans les entreprises depuis que les réformes Macron ont été adoptées. Alors, vous avez plein d'instructions à suivre. Donc dans la tâche demandée, il est écrit une petite introduction de 3 ou 4 lignes, ensuite 2 paragraphes avec chaque fois un sous-titre. Il faut mettre les balises soi-même. Donc moi, j'y connaissais rien là-dedans, donc j'ai dû aller chercher un peu sur Internet pour savoir comment il fallait baliser un texte pour avoir une police de caractère grasse ou italique, etc. Donc ça m'a quand même pris, je dirais, 2-3 heures pour ce petit test. Après, j'ai envoyé le texte à la plateforme qui m'a répondu automatiquement « Merci pour votre contribution, nous allons transmettre votre texte au client et on verra s'il l'accepte ou non. » Donc, après 2 heures de boulot, le client peut encore dire « Non, ce texte ne me plaît pas, je ne le prends pas. » Alors, chance, 2 jours plus tard, je reçois de nouveau un mail de la plateforme me disant « Vous avez été accepté. » Et voilà, et donc je vais être payé. Est-ce que vous avez vu combien je vais être payé? Voilà, en haut à droite de nouveau, donc j'ai écrit 357 mots et je vais toucher 4,64 €. Je laisserai les journalistes après parler de ce genre de tarifs, mais je pense que quand on est journaliste indépendant, on espère avoir un petit peu plus que cela parce que c'est absolument impossible de vivre évidemment de cette manière-là. Et puis ça risque aussi de démolir tous ceux qui vont essayer d'obtenir un peu plus, à savoir ceux qui vont tenter de faire respecter des barèmes existants en Europe, qui ne sont pas obligatoires à ma connaissance. Mais si vous avez des sites comme ça, essayez après, comme journaliste indépendant, de faire valoir un barème. Je pense que vous n'avez plus beaucoup de chance. Voilà, donc micro-travail, sous-traitance en ligne. Et puis alors le travail à la demande, que vous connaissez tous, c'est la livraison de repas, le transport de personnes. Donc là, il s'agit de travaux localisés, géographiquement localisés. Un Philippin, par exemple, ne pourra pas faire taxi Uber à Bruxelles. Mais par contre, il pourra faire tout le reste, sous-traitance, micro-travail, etc. Alors la question, évidemment, face à cela, c'est est-ce que demain, ces nouvelles formes de travail vont remplacer finalement l'emploi existant? Est-ce que ce seront les nouveaux marchés du travail, qui ne sont plus des marchés de l'emploi, parce qu'on n'est plus dans une relation d'emploi, on est dans une relation de service? Alors on va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Pas de contrat de travail. Je me suis inscrit sur la plateforme, je n'ai pas dû signer de contrat de travail, j'ai dû juste accepter les conditions générales de la plateforme. Pas de contrat de travail, pas de protection sociale,
concurrence salariale parfois directe avec les travailleurs du monde entier, niveau extrêmement bas des rémunérations, vous l'avez vu, je vous l'ai montré, absence de relations collectives, autrement dit, vous n'avez plus de collègues sur ces plateformes. Vous travaillez seul pour un client que vous ne connaissez même pas, puisque la plateforme joue le rôle d'intermédiaire, donc vous n'avez pas de contact direct avec le client, vous avez juste un contact avec la plateforme. Encore que cette plateforme sont vraiment comme des machines, comme des robots, parce que tout est automatisé. Alors, pas de système de règlement des litiges. Donc, par exemple, si on avait refusé ma proposition d'article, j'aurais été payé 0 € et je n'avais aucun moyen de recours contre le demandeur de service, donc contre la personne, le cabinet d'avocats en l'occurrence, qui avait demandé cet article. Alors, pas de licenciement, on a eu des témoignages de gens qui sont venus à une conférence que nous avions organisée il y a 2-3 ans et qui travaillaient sur Amazon Mechanical Turk et qui disaient « Je me suis plaint d'un client qui payait jamais les prestations fournies et je me suis tellement plaint qu'un jour, j'ai voulu me connecter à mon compte et le compte était désactivé. Alors, j'ai contacté la plateforme Amazon en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Et on m'a répondu « Ben oui, vous êtes puni. » C'était une femme. « Vous êtes puni. Pendant une semaine, vous n'avez plus accès à votre compte parce que vous avez été trop revendicative, en quelque sorte. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas licencié, vous êtes déconnecté du jour au lendemain, vous n'avez plus accès à votre compte et donc vous n'avez plus accès à vos faibles rémunérations. Alors, les systèmes de notation, j'en ai pas beaucoup parlé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est que quand vous commencez à travailler sur ce genre de plateforme, vous devez faire un certain nombre de tâches avec succès pour obtenir des étoiles, ce qui indique auprès des demandeurs de tâches que vous êtes quelqu'un de sérieux. Mais comment est-ce que ces étoiles sont attribuées? Personne n'en sait rien. Ce sont des algorithmes, de nouveau, une machine, qui va vous donner une réputation numérique, mais vous n'aurez pas de recours et vous n'aurez pas d'explication non plus sur la raison pour laquelle vous avez eu 1 étoile ou 2 étoiles alors que vous espériez en avoir 4 ou 5. Donc voilà les aspects négatifs de cette économie de plateforme qui mène à une vision maintenant un peu plus macroéconomique, robotisation et économie de plateforme, c'est-à-dire sous-traitance en ligne en particulier. Eh bien, disent les chercheurs, ça va aboutir à des destructions d'emplois. Alors, certains chercheurs ont parlé de 47% d'emplois aux États-Unis, menacés par la digitalisation dans les 10 ou 15 ans. Bon, pas de chance, ils ont écrit ça il y a déjà plus de 5 ans et ce n'est pas encore le cas, donc il y a un problème dans leur méthodologie. Et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette étude en disant il y a des problèmes méthodologiques. Et effectivement, le problème méthodologique, c'est qu'ils ont considéré que quand une tâche était automatisée, l'emploi disparaissait. Or, on le voit tous les jours, un emploi, c'est une série de tâches. Et donc, quand une de ces tâches disparaît, l'emploi se réorganise autour de cette tâche automatisée. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a une automatisation qu'il y a nécessairement un emploi qui disparaît. Et donc, ça a permis à l'OCDE, par exemple, de faire une étude qui tient compte de cette différenciation entre emploi et tâche et qui aboutit à un chiffre de 9% d'emplois menacés d'ici 10 à 20 ans. Ouf, enfin 9%, c'est quand même pas rien. Donc ça veut dire qu'à ce jour, en tout cas moi je n'ai pas vu d'études disant que le bilan net serait positif, que la digitalisation allait créer plus d'emplois qu'elle n'allait en détruire. Destruction d'emplois, mais ce n'est pas la seule question. Il y a aussi la question de la transformation des emplois existants. Alors si on regarde aujourd'hui ces emplois, on a un foisonnement de nouveaux statuts, de nouvelles formes de travail. Travailleurs mobiles, travailleurs occasionnels, des freelances, des indépendants, des télétravailleurs, des travailleurs nomades. Alors maintenant, on parle même de travailleurs indépendants, économiquement dépendants. On parle d'auto-entrepreneurs, parfois même d'auto-entrepreneurs économiquement dépendants. Enfin, donc ça devient vraiment de la folie, en fait. Cet emploi est en train de complètement se fragmenter et on est face à une insécurité, je dirais, juridique de plus en plus importante. Quelles sont les lois, finalement, qui s'adaptent à un auto-entrepreneur économiquement dépendant, par exemple? Déplacement des emplois, puisque dans l'économie digitale, il n'y a plus de frontières. Donc, on peut sous-traiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Asie du Sud-Est, on peut sous-traiter en Afrique centrale, on peut sous-traiter en Amérique latine, on peut sous-traiter n'importe où.
Et donc il y a une concurrence de travailleurs, y compris des travailleurs des pays à haut niveau de protection sociale et de pays en développement sur ces plateformes numériques. Alors si vous additionnez 1 plus 2 plus 3, de nouveau une série d'auteurs disent, eh bien le résultat final ce sera une polarisation croissante de la société, c'est-à-dire un creusement de la classe moyenne, avec quelques gagnants, bien entendu, de cette digitalisation, mais surtout le risque qu'une masse de travailleurs, peu ou pas qualifiés, mais parfois même qualifiés, se trouvent demain devenus obsolètes parce que les machines n'auront plus besoin d'eux. Voilà. Je m'excuse d'être aussi noir, mais c'était le but de l'exercice, donc voilà. Et là, il y a une série d'auteurs, et bizarrement, beaucoup d'auteurs aux États-Unis qui parlent de ce risque de polarisation sociale. Et en fait, c'est parce qu'aux États-Unis, on voit, les statistiques montrent que cette polarisation a lieu déjà, elle est déjà en cours, avec un rétrécissement de la classe moyenne, une augmentation des gagnants, mais ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont plus nombreux quand même qu'auparavant, et surtout une grande augmentation des perdants. Je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que j'ai une petite annexe que j'hésitais à montrer. OK. Je vais quand même vous la montrer parce qu'elle est très amusante, je trouve. C'est une étude sur laquelle je suis tombé un peu par hasard. Pas tout à fait récente, puisque vous voyez qu'elle date de 1834, en fait, au Royaume-Uni. C'est l'époque où les machines à vapeur rentrent dans les fabriques de textiles. Donc ça veut dire que les métiers à tisser traditionnels à bras sont remplacés par des métiers à tisser en partie automatisés. Et au Royaume-Uni, les députés de la Chambre des communes s'inquiètent de l'impact des machines à vapeur sur l'emploi. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que je me demande s'il n'y a pas une constante technologique que je vais vous montrer ici. Donc entre 1822 et 1832, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, il se passe une diffusion technologique très importante. Le nombre de métiers à vapeur augmente de manière quasiment exponentielle, passant de 2000 en 1822 à plus de 9000 10 ans plus tard. Quel est l'impact sur l'emploi? Bonne nouvelle, l'impact est positif. Emploi total, il augmente de environ 3500 jusqu'à 4247. Beaucoup de gens utilisent cet argument aujourd'hui pour dire plus il y a de robots, plus il y a d'emplois. Regardez l'Allemagne, c'est souvent l'exemple qui est cité. Plus il y a de robots, plus il y a d'emplois. D'accord? Bon, ok, pourquoi pas. Alors, si on va voir un peu plus loin, on constate que les ouvriers travaillant au métier à vapeur ont fortement cru. Donc, ils passent de moins de 1000 à plus de 3000. Donc, croissance de l'emploi dans ces métiers qu'on pourrait qualifier de métiers de haute technologie. On pourrait qualifier cela de la manière suivante. Par contre, les ouvriers travaillant au métier à bras, ceux-là, ils disparaissent quasiment. On vient de presque 3000, on arrive à 800, et si on devait continuer la courbe, probablement qu'on arriverait à 0 quelques années plus tard. Et puis il y a les nouveaux métiers qui apparaissent aussi, légèrement, une courbe légèrement augmentante, et voilà. Alors l'histoire là-dedans, c'est qu'il y a eu des débats au Parlement de Londres, et en lisant ces débats, on découvre que les ouvriers travaillant au métier à vapeur, c'est quoi? Ce sont des enfants, en fait. Ce sont des enfants et des très jeunes filles de 10-12 ans qui remplacent des ouvriers qui étaient des artisans. Donc on pourrait dire, je caricature un tout petit peu, mais on pourrait dire que les artisans qualifiés sont aujourd'hui devenus les ouvriers déqualifiés, considérés comme dont les qualifications ne correspondent plus à la machine. Et par contre, les ouvriers qualifiés, ce sont les enfants, parce qu'on n'a plus besoin d'être costaud, d'avoir des gros muscles pour manipuler ces métiers à bras. Donc, tout à l'heure, on discutait de la destruction d'emplois. Je pense que c'est un sujet intéressant, mais la transformation des emplois est certainement un sujet tout aussi intéressant et qui mérite d'être analysé en profondeur. Alors, j'étais là, je vais passer un peu plus vite maintenant. Les actions collectives, parce que les gens, évidemment, ne se laissent pas toujours faire. Et donc, on constate, par exemple, chez Amazon, mais aussi de façon plus générale dans les services locaux de l'économie de plateforme, qu'il y a depuis pas longtemps, depuis au maximum 4 ans, une multiplication des conflits
des conflits collectifs avec des grèves aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, à New Delhi, à Bruxelles, à Hong Kong. Donc il y a une multiplication des mouvements spontanés de grève, aussi des actions judiciaires. Donc de plus en plus de cas sont portés auprès auprès des tribunaux pour vérifier si, oui ou non, ces indépendants, économiquement indépendants, ne seraient pas plutôt des salariés. Et alors, mais je vais les passer tous, ça ira plus vite. Autre forme d'action collective qui relève plutôt de l'expérimentation sociale. Vous avez, si je reprends mes 3 catégories de micro-travail, de sous-traitance en ligne et de travail à la demande, vous avez des formes d'action sociale, d'expérimentation sociale assez différentes. Pour tout ce qui est micro-travail, ce sont essentiellement des forums informels qui se sont créés, parce que ces gens ne sont pas réunis dans une usine ou dans une entreprise, ils sont éparpillés. Donc ils ne savent pas créer l'équivalent d'un mouvement social ou d'un mouvement collectif. Donc ce sont plutôt des forums ou des groupes Facebook, par exemple, qui tentent de se donner des conseils, de se donner des tuyaux sur les bons clients, les mauvais clients, etc. Et puis un deuxième type d'action consiste à se dire, mais finalement, puisque nous sommes cotés par la plateforme, nous allons aussi coter la plateforme. Et donc nous allons aussi dire, si Turk-Opticon, c'est par exemple une des expériences qui a été menée, si Amazon Mechanical Turk mérite 2 étoiles ou 3 étoiles ou 4 étoiles. Donc c'est en quelque sorte je ne sais pas comment dire, une inversion des rôles, exactement, où cette fois c'est le travailleur qui va donner une réputation numérique à la plateforme. Alors, dans la sous-traitance en ligne, on pourrait prendre l'exemple de Smart, que vous connaissez sans doute. On constate que là, ce sont plutôt des vrais indépendants qui sont effectivement mis en concurrence les uns avec les autres, mais qui ouvrent également très fortement leur marché. Et donc là, c'est plutôt une demande de conseils juridiques, de conseils fiscaux, d'assistance administrative, etc. Et puis alors, ce qui ressemble le plus au mouvement syndical, c'est finalement tout ce qui concerne les travailleurs à la demande, parce que, évidemment, ceux-ci sont davantage concentrés dans des villes ou dans des quartiers, et donc ils se croisent, et donc ils vont boire un café ensemble, et donc ils discutent, et donc progressivement, ils parlent de rémunération, ils parlent de conditions de travail, et ils formulent, même si c'est vraiment embryonnaire, mais ils commencent à formuler des revendications communes. Et on a des exemples aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, et en Belgique également, avec la CNE notamment. Voilà, et ensuite j'en viens à mon dernier slide, c'est, parce que souvent on pose la question, mais finalement, que font les syndicats là-dedans? Parce que ce qu'on vient de voir, c'est plutôt de l'expérimentation sociale spontanée. Alors ce que font les syndicats, ils essayent de mettre en place des conseils d'entreprise pour les plateformes numériques. Alors on cite toujours les 2 mêmes exemples, c'est Foodora à Vienne et Deliveroo à Cologne. Alors on aimerait bien, dans le mouvement syndical, que ce genre d'expérience s'étende à toutes les plateformes. On n'y est pas encore, mais en tout cas, l'idée commence progressivement à être discutée. Il y a également la négociation d'accords collectifs, et là, de nouveau, on cite toujours le même seul et unique exemple, c'est au Danemark, une plateforme de services de nettoyage qui a accepté de signer un accord collectif avec ses travailleurs, y compris ses travailleurs, souvent travailleuses, indépendants. Alors il y a une tentative qui a été menée au niveau européen de dialogue avec les plateformes. On a invité à Bruxelles, en début d'année, on a invité une série de responsables de plateformes. C'était une conférence très intéressante, mais il n'y a pas eu beaucoup de responsables de plateformes qui sont venus. Et je peux vous dire que parce qu'il y a quand même eu un gars de Uber qui est venu des États-Unis, et que ça a pris à peu près 5 mois de négociation pour qu'il accepte de se rendre à notre conférence. Donc c'est quelque chose, on sent bien que les dirigeants de plateformes sont extrêmement réticents à l'idée de commencer à discuter avec leurs propres, finalement, travailleurs indépendants. La question de la certification, je l'ai déjà plus ou moins évoqué aussi, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme dans le commerce équitable, faire un label plateforme équitable, c'est-à-dire une plateforme, par exemple, qui offre des possibilités de formation à ses travailleurs. Une plateforme qui offre, par exemple, des possibilités de promotion aussi, d'évolution dans la carrière, ce n'est pas vraiment des carrières, mais en tout cas une évolution dans le travail qui est réalisé sur la plateforme. Et puis alors une revendication qui est peut-être plus politique, c'est celle de créer un fonds européen de transition qui permettrait,
finalement de venir en aide aux travailleurs. Avant, je disais aux travailleurs obsolètes, mais c'est aux travailleurs qui ont été, enfin, dont les qualifications ont été rendues obsolètes par la digitalisation de l'économie. Voilà, j'ai été peut-être un peu trop long, je vous remercie de votre attention et je m'arrête là. Voilà.